Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 15 juillet 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction l'école nationale de la police qui a abrité ce samedi matin une conférence publique. Elle est organisée par la direction de l'état civil des migrations et des réfugiés. Le droit de vivre partout dans l'espoir, loin de chez soi et dans un monde où les réfugiés sont inclus, tel est le thème de cette conférence publique qui est destinée justement aux stagiaires de la dite école. Faisons le point avec Adam Ousmana et Sadou. Les stagiaires de l'École nationale de la police et de la formation permanente se retrouvent ainsi à travers ce cadre pour une conférence publique portant sur le droit de vivre partout dans l'espoir, loin de chez soi et dans un monde où les réfugiés sont inclus. Prenant la parole à cette occasion, le directeur de la surveillance du territoire a rappelé à l'assistance les objectifs visés à travers cette rencontre de partage d'expérience. Sensibiliser et mieux informer les participants sur les règles de la Convention de Nîmes de 1951 et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ainsi que les textes nationaux régissant le statut de réfugié. Un accent particulier sera mis sur les enjeux et défis liés à la présence de ces réfugiés au Niger. Ensuite, enrichir les débats et préparer la participation de la délégation de notre pays au Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra à Genève. Mesdames et messieurs, je parle là sous le contrôle du directeur général. Avec plus de 300 000 réfugiés et ou demandeurs d'asile, le Niger a véritablement quelque chose à dire sur la gestion des demandeurs d'asile et des réfugiés. Nous avons nos réalités, nous avons une riche expérience et de bonnes pratiques dans ce domaine à partager avec les États partis à la Convention de 1951. En marge de cette conférence animée par d'éminents conférenciers autour de plusieurs sous-thèmes, l'un des conférenciers nous parle de la pertinence de ces échanges. Nous avons affaire à des futurs commissaires, nous avons affaire à des futurs OPJ, nous avons affaire à des gardiens des frontières qui sont aux portes d'entrée des demandeurs d'asile et des réfugiés sur le territoire. Donc il est important que ces gens-là soient mieux outillés pour connaître quels sont les instruments juridiques qui régissent l'aspect des réfugiés sur le plan universel. Voilà pourquoi notre intervention a porté sur la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967. Nous avons vu au cours de cette intervention le principe de non-refoulement. Nous avons vu le principe de non-discrimination. Nous avons vu la collaboration entre le Haut Commissariat des Nations Unies et les États. Nous avons vu le principe de non-pénalisation de l'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire national. Nous avons vu les lacunes de la Convention dans l'espace et dans le temps, et nous avons vu comment le protocole de 1967 a corrigé ces lacunes. Ainsi donc, ces futurs cadres de la police nationale du Niger se voient mieux outillés pour le respect des droits des réfugiés. Merci Adam Ousmana. Le 15 juillet 2016, une tentative d'un coup d'État a été déjouée en Turquie contre le régime du président Recep Tayyip Erdogan. Depuis cette année, le 15 juillet de chaque année est consacré pour la commémoration de ces événements historiques. Le 15 juillet 2023, donc la représentation diplomatique de ce pays ici au Niger a commémoré cet anniversaire et c'est l'hôtel la Radio Sunbulu de Niamey qui a été choisi pour cette activité. Il y avait des invités des marques qui ont marqué leur présence. Parmi ces invités aussi nos reporters Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim.
Il s'agit ainsi, à travers cette cérémonie organisée par l'ambassade de Turquie au Niger, de ne pas passer outre le 7e anniversaire du soulèvement populaire du peuple turc contre une tentative de remettre en cause les institutions de la République. Rappelons les conditions dans lesquelles les événements se sont déroulés. L'ambassadeur, dans son allocution, n'a pas manqué de saluer le peuple turc pour son attachement aux valeurs républicaines. Il y a 7 ans, jour par jour, les citoyens turcs ont été victimes et témoins d'un acte de terreur sans précédent dans l'histoire de la République. Les membres et les adeptes de l'organisation terroriste FETÖ qui ont planifié et mené cette tentative de coup d'État n'ont pas hésité à commettre les pires crimes dans la nuit du 15 juillet. Des avions de chasse et des hélicoptères d'assaut ont bombardé l'Assemblée nationale, le palais présidentiel, le quartier général du renseignement national et le quartier général des forces spéciales. Ces terroristes ont tenté aussi d'assassiner notre président, son Excellence Recep Tayyip Erdogan. Cependant, les terroristes se sont heurtés à la résistance du peuple turc qui en découle de sa volonté de défendre la démocratie à tout prix. Pour lutter contre cette organisation qui, selon l'ambassadeur, possède toujours des capacités de nuisance, la République turque a besoin de la collaboration de tous les pays amis. Il est aujourd'hui bien établi que les membres et les complices de cette organisation terroriste ont infiltré les institutions étatiques turques et notamment les forces armées au fil des décennies. Et cette stratégie d'infiltration, voire d'invasion, ne se limitait pas en Turquie. L'Afrique est en proie à cette stratégie d'accaparation globale et de cette organisation terroriste dénommée FETÖ. Cependant, l'organisation FETÖ, par l'intermédiaire de son réseau à l'échelle internationale, continue d'agir comme un mouvement sous-jacent. La lutte contre cette organisation, plus précisément contre ce groupe terroriste, s'érige comme une lutte délicate, difficile et d'envergure. Cette lutte nécessite également la coopération de nos amis et alliés, en l'occurrence de la coopération des pays comme le Niger, pays frères et amis. Rappelons qu'en plus de l'ambassadeur, du personnel diplomatique et des ressortissants turcs vivant au Niger, la cérémonie a vu aussi la participation des officiers nigériens. Merci Boubacar Ibrahima. Une autre ambassade ici au Niger a également commémoré un autre événement. C'est l'ambassade de France au Niger qui a célébré la nuit dernière l'anniversaire des événements ayant marqué la prise de Bastille un 14 juillet. Depuis cette date, la date donc du 14 juillet est aussi consacrée par les autorités françaises pour se rappeler de cette bataille. Ici à Niamey, cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités nigériennes. Précision, Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Survenu le mardi 14 juillet 1789 à Paris, la prise d'assaut de la Bastille par des émeutiers afin de manifester leur mécontentement par rapport à la gestion. Cette insurrection est considérée comme la première intervention de grande envergure des Parisiens dans le cours de la Révolution et dans la vie politique française. Célébrer le 14 juillet, c'est se rappeler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté de pensée et d'expression, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel, tous ces principes qui découlent de l'acte fondateur révolutionnaire que représente symboliquement la prise de la Bastille et donne corps à notre pacte républicain. C'est en 1880 que le 14 juillet est institué fête nationale. Ainsi, sur leur territoire et en dehors, les Français célèbrent cette fête à l'image de ceux du Niger. Les autorités nigériennes ont répondu à l'invitation du diplomate français à cette célébration. Je voudrais dire que nous, au niveau du gouvernement, la France est un de nos partenaires les plus importants dans beaucoup de domaines d'activité, notamment dans l'énergie, où nous avons beaucoup de projets qui sont menés ou qui vont se poursuivre. Donc c'est un partenaire
qui comptent pour nous et je voudrais vraiment leur souhaiter bonne fête à chacune et à chacun d'entre eux. La célébration du 14 juillet est un des moments les plus importants de l'histoire des peuples français. Merci Ismaël Moumouni. Rendons-nous dans la région de Tillabéri. Là-bas, c'est pour parler d'un problème d'approvisionnement en eau potable, notamment pendant la saison des pluies dans la région du fleuve et donc une situation qui est en passe d'être résolue. Dans un vaste chantier des chantiers qui sont en cours dans la dite région pour permettre à la disposition des populations une eau saine afin de dire adieu au calvaire pour toujours, selon le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement de la région de Tillabéri, au micro de la télévision Labari. Lorsqu'on a pris la direction en 2018, précisément en janvier, nous avons trouvé la région de Tillabéri avec un taux de couverture de 46%. Dieu merci, nous nous sommes battus avec les partenaires, l'appui de l'État. Nous sommes actuellement à un taux de couverture de 53%. Donc, même rien que l'année dernière, nous avons le plus grand taux de réalisation. Nous avons réalisé 1125 équivalents points d'eau. Peut-être seul Maradi nous a emboîté le pas avec 900 équivalents points d'eau. Nous avons encore, comme ce que vous avez dit, la région du fleuve. Et vous vous souvenez, dans les années 2011, 2012 et antérieures, il y a l'épidémie du choléra qui sévissait dans la région de Tillabéri. Mais maintenant, depuis 2014, nous n'avons pas subi de cette récurrence de l'épidémie de choléra. Et Dieu merci, alhamdulillah, avec l'appui de nos partenaires de l'État, et des efforts qu'on est en train de déployer, surtout quand la saison pluie s'annonce, l'eau devient rouge, la turbidité augmente. Et là, nous mettons à disposition de tous les villages riverains et insulaires un produit de traitement à domicile qu'on appelle le PUR. C'est un produit qui, vraiment, si on le met, on respecte l'usage. Ça dépasse même la qualité de l'eau à la pompe ici à Niamey. Donc vraiment, eux-mêmes, la population a testifié qu'ils ont leur pompe en poche, c'est ce qu'ils disent, notre pompe en poche. Donc ça veut dire qu'ils ont le sachet de pur qu'ils mettent pour traiter l'eau à domicile. Et c'est ce qui nous a permis de vraiment venir à bout de cette épidémie de choléra qui tue, qui a beaucoup tué, qui a fait beaucoup de victimes dans les années antérieures. Et Dieu merci maintenant. Et nous sommes en train d'élargir cette couverture. Si vous voyez, actuellement on a un grand programme qu'on appelle hydraulique villageoise Tillabéri, que l'État a pris un crédit au niveau de l'AFD pour réaliser des systèmes de traitement d'eau, des usines de traitement d'eau au niveau pour transporter l'eau du fleuve jusqu'à dans les zones où il n'y a pas de l'eau. Et Dieu merci, dans les zones sédimentaires, on a des projets tels que le cas du programme MCF Prosia qui est en train d'intervenir. Certes, c'est d'une manière générale de la région, mais on n'a plus axé nos activités là où il y a assez en tenant compte des taux de couverture qui est un peu bas. Et ensuite, on a élargi aux zones où l'échec n'est pas beaucoup, ou bien les moindres. Donc c'est ce qui fait que dans cette dernière année, on est en train d'appliquer le programme ascendant. On est en train de faire une programmation ascendante, c'est-à-dire que c'est d'en bas, c'est les maires qui expriment les besoins, qui disent que j'ai besoin de tel forêt, tel mini-AB, tel château à tel endroit. Et c'est ça que nous remontons, nous t'amusons pour faire des priorités. Quel est le village le plus prioritaire en tenant compte de la population, la taille du village, ou d'existence ou de non-existence des ouvrages antérieurs. Donc ce qui fait qu'on tamise. Et s'il y a un ouvrage qu'on doit orienter, on sait là où ça va aller. Donc ça veut dire qu'on a une banque de données sur des besoins de la région. Et dès qu'un partenaire vient, on l'aligne à cette programmation ascendante. Donc voilà les différentes pistes, les différentes solutions qu'on est en train d'envisager pour résoudre durablement le problème de la région de Tillabéri. C'était à l'instant le directeur régional de l'hydraulique de Tillabéri qui nous parlait des travaux en cours pour solutionner le problème d'eau dans cette région.
Intéressons-nous à présent à une activité très développée ici à Niamey, c'est la vente des pièces détachées ou pièces de rechange de voitures, des véhicules. Cependant, comme dans les autres activités, les vendeurs de ces pièces mènent les leurs dans des conditions difficiles, comme certains d'entre eux le précisent ici. On les écoute. Je vends des ventilateurs, des radiateurs. Je les importe du Nigeria et de la Chine. Dieu merci, on trouve quand même des clients. Je n'ai pas assez de problèmes parce que je ne vends pas des choses compliquées. Spécialisé dans la vente des pièces Honda et Corolla. Oui, Hyundai aussi. Toute pièce que vous désirez acquérir là, à cette place-là. Quand je parle de pièces, ça fait allusion aux pièces de véhicules, spécialement les moteurs, les boîtes et les pièces de rechange dont il est question. Toute pièce que vous désirez acquérir là, on a ça à notre disposition. Envers les clients, et durant ces dernières années, nous avions vu que quand les clients viennent et ils veulent acquérir des pièces là, ce n'est plus possible parce qu'ils crient que le prix ne fait qu'augmenter. Mais cela ne provient pas de nous. Oui. Je m'appelle Samuel. Avant et maintenant, ce n'est pas la même chose, car l'État a doublé les frais des impôts et aussi de la douane. C'était là donc quelques vendeurs des pièces détachées des véhicules ici à Niamey qui nous disaient les conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.